L'hiver, c'est un peu moins dense. Hein, donc, c'est le temps de la réflexion aussi. Hein, vers les choses fondamentales. Et je vais justement vous parler d'une chose un peu fondamentale quand même. On va commencer à parler du compostage. Et aujourd'hui, j'ai plus vous parler de notre motivation pour faire du compostage. Donc, méthode de compostage, je vais vous en parler le mois prochain. Alors, le compostage, c'est quoi? C'est une décomposition aérobie, donc en présence d'oxygène. Donc, parfois les gens pensent qu'en faisant un trou dans le jardin et en entassant tous nos déchets comme ça en pêle-mêle au fond d'un trou, parfois gorgé d'eau, ben là, on n'appelle pas ça du compostage, moi j'appelle ça de la putréfaction. Ça ne donne pas du tout le résultat escompté. Et bon, c'est un pis-aller en fait. Alors on composte quoi? Ben, des matières organiques d'origine végétale et animale. Donc ça veut dire que tous les déchets du jardin, ben voilà, les déjections animales, poules, lapins, bon, si on a accès à du fumier, ben, tout ça, c'est d'origine animale, ben, voilà, ça contribue à enrichir notre compost et à faire un bon compost. Les plumes, les poils du chien, tout ça, c'est parfois des choses minimes, mais voilà, ça contribue, ça apporte un petit quelque chose. Alors, cette décomposition se fait par l'intervention de microbes. Microbes, c'est le nom général. Bon, c'est en général des bactéries, des champignons qui s'attaquent aux objets qui meurent, en fait, et qui décomposent tout ça. Et c'est aussi en lien avec des micro-organismes décomposeurs. Donc, ça peut être des asticots, des cloportes, des lombriques, donc vers de terre, tout ça. Tout ça, ça contribue à recycler les choses. Alors, quand on observe ça un peu dans la nature, ben, la nature a mis ça en place. Ça se fait spontanément et tout seul, sans intervention humaine. On peut aussi remarquer que ça se fait toujours en surface de sol. Bon, en présence d'air, comme j'ai dit au départ. Et c'est un peu... On prend souvent l'image de la forêt. Donc c'est des choses... bon, par exemple, les chutes de feuilles, les branches cassées, bon, les fans de végétaux qui ont poussé à l'hiver, qui périssent. Donc ça retombe sur le sol. Déjection des animaux. Et même en fin de vie, des animaux, ben, même leurs cadavres. Donc, tout ça, c'est recyclé automatiquement par la nature. Donc, en fait, c'est un cercle vertueux de recyclage qui s'est mis en place tout seul, bien avant nous, bien avant notre arrivée. Et ça a recyclé toutes les choses qui poussaient sur Terre. Et tout, vraiment tout était recyclé. Et tout devient nourriture en fait. Donc c'est nourriture pour le chaînon qui suit. Donc tout ce qui meurt redonne vie à autre chose. Ça c'est vraiment un truc vraiment formidable que la nature a mis en place. Et tout ça, ça prend aussi du temps. Donc pour se décomposer, ben voilà, des choses complexes qui se décomposent en choses simples, en éléments simples, et qui servent de matière de reconstruction pour autre chose, qui va venir après. Donc il faut bien se mettre en tête que la Terre, notre Terre, c'est notre mère nourricière. Et il ne faut pas l'oublier, et je pense qu'elle mérite notre respect, parce que souvent l'homme
actuelle n'a plus trop. Alors, quand le génie de l'homme est venu, bon, un peu au début, il a été plus ou moins raisonnable. Quand il a commencé à s'installer et à commencer à cultiver la terre, il a aussi compris que l'animal, donc par ses déjections et même les excréments humains, pouvait fertiliser les cultures. Donc ça contribuait à garder la fertilité du sol. Donc on a fait ça pendant des millénaires. Et tout a un peu basculé durant les 2 dernières guerres mondiales du siècle passé. Donc la chimie est passée par là. Elle a contribué à fabriquer des munitions, donc des obus, des bombes. Et tout ça en utilisant une matière qu'on utilise aussi pour les engrais maintenant. Donc à la fin des hostilités, ces usines à munitions ont été reconverties et on a fabriqué des engrais chimiques. Donc en fait il fallait bien garder ces usines en état de marche en cas de nouveau conflit. Et donc ils ont été reconvertis en fabrique d'engrais chimiques. Donc la base, c'est quoi? Ce sont les nitrates. Donc c'est la base commune des munitions, des obus, mais aussi des engrais chimiques. Alors je ne sais pas, souvenez-vous un peu au mois d'août 2020, donc au Liban, Beyrouth, là, il y a eu une fameuse explosion. C'était du nitrate d'ammonium qui était stocké là. On ne sait pas trop à quoi ça servait. Donc est-ce que ça servait vraiment à faire de l'engrais, bien est-ce que ça servait à faire des bombes, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ça fait du dégât et il y a eu des morts. Tu ne donnes pas la formule pour faire une bombe, hein, quand même? Non. Et d'ailleurs, ni la formule de l'engrais chimique non plus, parce que ça ne nous intéresse pas non plus. Donc en fait, notre agriculture intensive en Occident a pris pour base cette nouvelle opportunité de ces engrais chimiques, enfin de ce nitrate qui était là. Donc au début, les rendements étaient prometteurs, hein. C'était facile, facilité de stockage, d'épandage, il fallait beaucoup moins de main d'œuvre, parce que manipuler des fumiers, des matières organiques, ça demande beaucoup plus de main d'œuvre et de temps. Et au fil des décennies, il faut en apporter de plus en plus pour garder un rendement. Et puis on voit que les rendements stagnent ou diminuent même. Alors on constate de plus en plus de problèmes qui s'accumulent. Donc maladies, ravageurs, la pollution et maintenant le coût aussi, puisque tout ça c'est fabriqué avec des de l'énergie. Ouais, des matières fossiles. Donc, et alors dans tout ça, malheureusement, la vie du sol n'a pas été prise en compte dans cette méthode. Il faut dire aussi que maintenant les fermes sont devenues tellement grandes et elles sont spécialisées. Soit ils font de l'élevage d'animaux, soit ils font... Donc ils n'ont plus ce qu'il faut sur place aussi. Hein. Oui, avant c'était aussi un cercle un peu vertueux en fait. Le fumier des animaux, voilà, ça servait à enrichir les sols et on produisait par exemple des céréales qui servaient aussi à nourrir les animaux. Et nous en même temps, maintenant c'est comme Ignace dit, il y a des agriculteurs qui font par exemple que du blé, maïs, etc. Et puis il y a des éleveurs industriels qui eux, ils élèvent des poulets, des porcs, maintenant on a des vaches aussi, on appelle ça des fermes à 1000 vaches. Donc les vaches ne voient même plus l'herbe de l'extérieur et ils vont aller se faire traire automatiquement sans l'intervention d'un homme. Donc c'est vraiment des machines qui font tout.
Et ces bêtes-là vivent aussi cloîtrées dans c'est des grandes fermes, mais c'est tout des hangars en fait. Donc tout ça, bon voilà, il faut un peu réfléchir, bon aussi au bien-être animal, parce que quand on a des animaux stressés comme ça, je suppose que les maladies aussi vont venir. Bon, il faut soutenir avec des antibiotiques, mais voilà, c'est pas vraiment, je crois, la bonne direction à prendre. Alors, l'état des lieux de nos sols. Donc, la teneur en humus des sols agricoles actuels tourne autour de 1,1 à 2%. Et ça diminue encore de plus en plus. Tout ça parce qu'on n'intègre plus de matière organique dans le sol. Donc d'où des tassements, et alors beaucoup de ruissellement et des inondations lors de fortes pluies. Donc le sol a perdu beaucoup de son pouvoir d'absorption d'eau. Et alors ce sol-là, il devient vulnérable aussi en cas de sécheresse prolongée. Les prairies font un peu mieux, 3,2%, et c'est principalement dû à la densité racinaire de l'herbe. Donc ça apporte quand même pas mal de matière organique en surface de sol. Donc les forêts, eux, accumulent jusqu'à 4,1%, et tout ça c'est dû à la retombée foliaire saisonnière. Donc quand les feuilles, les branches, ça tombe, voilà, ça alimente aussi cet humus et ça augmente. Donc je crois que ces deux critères-là, donc la densité des végétations qu'on doit laisser sur place, sur le sol, donc pas laisser de sol nu, et alors apporter des matières organiques au sol. Voilà, donc ces deux images là que je pense qu'ici on avait eu 8% quand ils ont fait. Oui, dans le jardin à Gilbert, d'ailleurs ils sont revenus 2 fois, ouais, parce qu'ils se sont rendus compte, ils disent c'est quand même pas normal d'avoir un taux d'humus si élevé. Et si, malgré tout. Donc en fait c'est tout laisser se recomposer sur place. Les engrais verts aussi, non? Oui. Donc, tous ces ailes des ours, c'est tout ça qui se redécompose. Donc tout ça, ce sont des matières organiques et ça augmente. Et on voit que bon, tout ça, ça apporte quand même une certaine fertilité au sol. Donc je crois que c'est important à savoir. Et Gilbert n'apportait rien. Hein. Il y avait un peu des poules, il y avait des fumiers de poules. Bon, c'était une botte de paille par an, quoi, pour tout ça dans son grand jardin. Donc c'est vraiment de recycler sur place qu'il a obtenu tout ça, un peu de terreau. Mais dans le terreau, il n'y a plus grand-chose non plus. Mais à part ça... Mais, voilà, mais tout ce qu'il taillait, il laissait sur place. Donc, parfois maintenant, lorsqu'on taille, on a des grosses branches, on va les utiliser pour se chauffer, puisqu'il faut quand même chauffer aussi. Mais Gilbert, non. Il estimait que tout ça, ça devait retourner au sol. Et c'est quelque part de la logique. Donc, non, j'ai une fois même assisté, mais c'était à la fin de sa vie. Il y a une branche qui était tombée au fond du jardin, mais chez le voisin. Et le voisin l'avait mis au-dessus du grillage, je ne sais pas trop quoi. Alors Josine, elle disait, ah Ignace dit, tu dois aller chercher cette branche et il faut couper, on va brûler ça. Et bien, qu'est-ce que j'ai fait? Elle était fâchée. Ah non, cette branche, il faut la remettre dans le jardin. c'est quelque part... Donc en fait, il n'y a aucun déchet organique qui devrait quitter le jardin, en fait. Donc, et pourtant, on voit dans les déchetteries combien de remorques avec des tailles de haies, d'arbres. Enfin, je vais en revenir un petit peu. La pelouse aussi. Ouais. Mais tout ça, c'est parce que, bon, on veut quelque chose de propre et sans déchets, mais en fait, souvent, c'est
c'est un peu mort, en fait. Ces jardins-là, il n'y a pas beaucoup de vie non plus dans ces jardins. Alors, bon, encore une petite parenthèse. Bon, déjà, Ignace l'avait dit, ben, entre-temps, il y a des élevages industriels qui génèrent des lisiers. Donc les lisiers, c'est plus de l'engrais, c'est devenu des déchets qu'il faut éliminer. Donc on essaie de les fourguer à gauche, à droite, quitte à les balancer dans les rivières et à la mer. Donc je crois quand même en Bretagne, avec leur élevage de cochons, ben, voilà. Il faut aussi que les rivières sont chargées d'algues vertes, tellement qu'on dégage des lisiers comme ça dans les rivières. Bon, je suppose que maintenant, avec les règles européennes, il faut mettre des stations d'épuration, mais voilà, le mal est quand même fait entre-temps. Maintenant, il y a des quotas imposés. Hein. Par exemple, de la Flandre, il doit faire une demande pour pouvoir ramener du fumier ou du lisier en Wallonie. Oui, c'est devenu un déchet, c'est plus un engrais. Ben, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de organique, ce n'est plus que les déchets, les fientes. Il n'y a plus de paille, on n'emploie plus rien. C'est très concentré. Donc c'est même plus trop compostable en fait. C'est presque de la chimie. Minéral. Ouais, Organique. Ouais, parce que les cochons ne sont même plus sur des litières, sont sur des grilles. Et tout ça, ça tombe à travers les grilles. Et alors on nettoie régulièrement, on évacue ce qui est en dessous. Vous imaginez un petit peu, il faudrait vivre sur des grilles comme ça tout le long de sa vie. Qu'est-ce que c'est comme type de vie qu'on leur donne à ces bêtes? Bon, voilà. Et qu'est-ce que tu en retires? Ouais, c'est bon. Des sous. Ouais, pour certains, pas pour nous. À part ça, rien. Alors, ben, il y a aussi un constat qu'on détruit pas mal de surfaces importantes de terres agricoles qui étaient réputées riches par ici et fertiles et qui devraient normalement nous nourrir. Et ben voilà. Et qu'est-ce qu'on y fait? Ben, on construit des routes, des usines, des bureaux, tout ça pour faire du business pour quelques-uns. Alors par conséquent, on est contraint d'importer beaucoup de notre nourriture de l'autre bout de la planète, des céréales qui viennent peut-être du Brésil, n'importe quoi. D'Ukraine, de Russie. Ouais, faut pas encore dire, c'est pas encore trop loin, mais il y a quand même beaucoup de choses aussi qui viennent de l'Amérique du Sud et il y a du bétail aussi qui vient de là-bas. Le soja. Ouais, tout ça, bon, ça vient de l'autre bout de la planète et bon. Tout ça, ça profite à quelques-uns, et c'est souvent au détriment de la nature. Hein. Oui, parce que là, c'est des monocultures qu'ils font. Oui, et on détruit des forêts pour installer ça, et voilà. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, peut-être, mais bon, je crois que l'avenir est quand même, je pense qu'il faut comprendre qu'on a intérêt à ce que la production soit locale, et alors tout ça, ben, ça sera peut-être un peu moins sensible à tous les spéculateurs de tout poil là, qui s'enrichissent au moindre soubresaut dans une région, pouf, voilà, les céréales augmentent et on ne sait pas pourquoi. Tout ça parce que, bon, au départ c'était de la sécheresse. Ben, non, maintenant c'est quand en Ukraine on bloque tous les ports, ben, on ne sait plus exporter des céréales, ben voilà, le prix augmente et ça profite que à quelques-uns. Il y a aussi des spéculateurs qui font exprès de retenir pour que le prix augmente parce qu'il n'y a pas assez, et après quand les prix ont augmenté, c'est difficile pour les faire rebaisser, mais bon, ils en profitent après. Ben voilà, donc c'est quand même un monde un peu bizarre. Qui n'est plus... Mais aussi le monde de Larzac. Le Larzac en France. On a voulu créer un aéroport et se sont mis ensemble pour dire niet et ça fonctionne. Ils sont restés culture et ils continuent à rester culture locale. C'est des côtés de Nantes, c'est ça? Côté de Milo. Oui. Le fameux viaduc. Ah oui, là aussi.